En vieillissant, je retrouve mes origines. J'aime les paysages du Nord. Me suis très sensible aux paysages du Nord. J'aime la ville de Lille, surtout depuis qu'on a fait ces admirables travaux de restauration qui ont permis de retrouver ces façades merveilleuses du passé qui étaient, quand j'étais petit, enfouies sous la crasse. On ne soupçonnait pas qu'il y avait de si belles maisons à Lille. J'aime la ville de Lille, j'aime les gens du Nord parce qu'ils sont chaleureux. C'est ce que les gens du Sud, même à Paris, ne soupçonnent pas. On croit que les gens du Nord sont des gens froids, parce qu'on a froid dans le Nord, ce qui n'est pas particulièrement plus froid qu'ailleurs. Et vous vous souvenez que Madame de Sévigné appelait Colbert le Nord. Bon, tout ça, c'est un contexte. Ben, c'est pas vrai. Les gens du Nord sont très chaleureux et j'aime la manière dont ils vivent. Il y a une sorte de liesse, je trouve, dans le Nord, on ne peut pas la voir du premier coup, mais on la ressent quand on se donne la peine de regarder. Et je ressens tout ça maintenant, et je me sens bien dans le Nord. Le 13 mars 1980, Alain Decaux était reçu à l'Académie française. C'est le premier Lillois à qui échoit cet honneur. Qui ne connaît Alain Decaux, auteur de nombreux ouvrages historiques, homme de théâtre, de radio avec la Tribune de l'Histoire, de télévision avec La Caméra explore le temps et Alain Decaux raconte. Mais l'homme du Nord, est peut-être moins connu. Laissons-lui la parole. Je suis né à Lille le 23 juillet 1925, au numéro 2 de la rue d'Inkermann, c'est-à-dire à l'angle de la place de la République, parce qu'à cette époque-là, je le dis pour les plus jeunes de ceux qui m'écoutent, les mères de famille accouchaient chez elles. C'était la règle, c'était nécessaire, et ça n'était peut-être pas si mal. Et la première image que j'ai de moi est une photographie qui a été prise quelques jours plus tard, sur le balcon justement de l'immeuble de la rue d'Inkermann, où ma mère me tient dans ses bras, et je m'aperçois sur cette photographie que ma mère est d'ailleurs une fort jolie femme. Et ma mère était née à Lille, mon père était né à Lille, donc je suis Lillois, fils de Lillois. Mais c'est Lillois, du côté de ma mère, oui, on est Lillois depuis très longtemps, mais mon père était le premier Decaux qui était né à Lille. Il était fils d'un instituteur, mon grand-père, Henri Decaux, et d'une institutrice, Angèle Genon, qui, elle, était ardennaise. Mais mon grand-père n'était pas lillois, mais était du département du Nord. Et il y a quelques années, un généalogiste qui s'appelle M. Gilles Henry m'a fait la surprise, je ne lui avais rien demandé, de m'envoyer ma généalogie. Il avait fait des recherches dans les archives. Et c'est ainsi que je sais que la famille Decaux est originaire de cette région du département du Nord depuis 1650. Avant 1650, on ne trouve rien. Peut-être trouvera-t-on un jour, mais pour le moment, c'est bouché. Alors, d'où sont-ils, les Decaux? Eh bien, d'un petit village qui s'appelle Escarmin et qui est dans le sud du département du Nord. Et depuis 1650, les Decaux sont tantôt à Escarmin, tantôt dans un village qui est tout à côté, vraiment on peut y aller à pied, et qui s'appelle Solesmes. Alors Solesmes, Escarmin, Escarmin, Solesmes. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, d'après les actes, ils sont paysans, bien sûr. Et puis, au XIXe siècle, on trouve des vanniers. Il y a une rivière qui traverse Escarmin et de l'osier. Alors, par exemple, mon arrière-grand-père, qui s'appelait François Decaux, était vannier. Sur certains actes, il est vannier, d'autres manelier. Manelier, ce sont, vous savez, ces grands paniers plats. Alors, ça faisait probablement mieux à la mairie de mettre manelier. C'était une coquetterie du secrétaire de mairie. Et c'était des gens très, très simples, bien sûr. Vous savez, un vannier, ça n'a jamais un homme riche. Mais il y a toujours eu, et c'est ce qui me plaît, surtout au XIXe siècle, une volonté de parents, que leurs enfants aillent plus loin qu'eux. Et le vannier, François Decaux, a voulu que son fils, Henri, aille plus loin. Et il en a fait un instituteur. C'est important, les instituteurs, surtout sous la Troisième République. Toujours aujourd'hui, un instituteur est toujours un homme considérable parce que c'est l'homme qui forme les enfants. Mais sous la Troisième République, socialement, sociologiquement, l'instituteur joue un rôle très important et très curieux. L'instituteur, pour des quantités de familles, va être l'intercesseur entre le prolétariat et la bourgeoisie. Il est au milieu, il sort du prolétariat et très souvent, ses fils, ses enfants vont, eux, accéder à la bourgeoisie. On pourrait citer des centaines d'exemples.
Et donc là, Henri Decaux va devenir instituteur. Et après avoir été instituteur dans des villages, eh bien, il sera nommé à Lille et il passera de très nombreuses années à Lille. Ma grand-mère, qu'il a rencontrée également, qui est institutrice dans une autre école. Mon grand-père est instituteur à l'école Rollin. Et c'est d'ailleurs là, à l'école Rollin, que je suivrai une année, moi aussi. Mon père a fait toutes ses études primaires à l'école Rollin. L'école Rollin joue un certain rôle dans notre vie, à mon père et à moi. Et ma grand-mère, elle, était institutrice à Sophie-Germain. Et là aussi, voyez-vous, on en revient à cette évolution dont je parlais tout à l'heure. L'instituteur, lui, veut que son fils aille plus loin. Donc, mon père, Francis Decaux, va faire des études de droit, deviendra docteur en droit et sera avocat. Sera avocat au barreau de Lille et il sera bâtonnier, je crois, en 1938. Et il y a encore quelques amis de mon père que je vois quand j'y retourne, de très vieux amis maintenant, bien sûr, qui viennent me parler de lui, qui viennent me parler de ma mère. Je vois quelquefois les très vieux messieurs quand je fais des conférences à Lille, qui me disent « Ah, la belle Madame Decaux ». Et ça me fait plaisir, bien sûr. Et quand je rentre, je le dis à ma mère, et je pense que ça lui fait plaisir aussi. Alors oui, bien sûr, j'ai fait mes études d'abord, non pas tout de suite à Rollin, parce que j'ai passé quelques années avec mes frères. Il se trouve que j'ai deux frères, Bernard et Hubert. Nous avons passé quelques années chez ma grand-mère dans les environs de Lille, à Wattignies-Templemars, pour le bon air, parce qu'on voulait que, mon Dieu, nous nous épanouissions dans la campagne. Wattignies-Templemars n'est plus tellement la campagne aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était encore la pleine campagne. Nous avions un pré devant la maison de ma grand-mère, où il y avait en général un cheval, ça nous amusait beaucoup. Puis derrière, il y avait des champs à perte de vue, on voyait la moisson, l'été c'était passionnant, parce qu'il y avait la locomobile à vapeur, c'était extraordinaire de vivre à la campagne. Alors oui, nous avons vécu à Wattignies-Templemars, et c'est à Wattignies-Templemars, à Wattignies plus précisément, que j'ai été à l'école pour la première fois, dans la petite école communale, dont le directeur était Monsieur Ricot. Il y avait une classe intermédiaire tenue par Madame Ricot, et la petite classe par Monsieur Delplace, je me souviens très bien. On vient de m'écrire d'ailleurs, et j'en suis attristé, que Monsieur Delplace est décédé. J'ai gardé un très bon souvenir de Monsieur Delplace, et d'ailleurs aussi de Madame Ricot. Alors oui, l'école de Wattignies, ensuite l'école Rollin et le lycée Faidherbe à Lille, où j'ai étudié depuis la 6e jusqu'à la 4e. Les vacances, nous allions sur une plage belge, comme beaucoup de gens de Lille, parce que bon, les plages belges, c'est tout près, c'est 60 km, et en même temps, c'est une sorte de dépaysement. Nous aimions bien les plages belges. Nous allions, nous, dans une petite plage qui est maintenant tout à fait fondue avec le reste, mais où il n'y avait guère que quelques maisons quand j'étais tout petit, qui s'appelle Saint-Idesbald. Et nous avons loué d'année en année au moins une dizaine de villas dans Saint-Idesbald. Et puis, d'ailleurs, nous allions sur les plages belges souvent le dimanche. Nous nous entassions dans la voiture. C'était le temps des grandes voitures, c'était pas les petites voitures. On avait des grandes voitures et on se mettait un nombre fou de familles là-dedans. Il y avait, je suis ahuri quand je pense à toutes les personnes de la famille qui rentraient dans la voiture de mon père. Il y avait naturellement mon père et ma mère. Il y avait ma grand-mère. Il y avait mon oncle et parrain qui est mort par la suite en Allemagne dans un camp de déportation. Il y avait ma tante. Donc ça faisait beaucoup de gens, mes deux frères et moi. Vous imaginez tout ça dans la même voiture. Moi j'étais toujours assis à l'avant sur les genoux de mon parrain. Et mes deux petits frères étaient assis sur des petits tabourets au fond de la voiture. Tout le monde s'entassait là-dedans. Et nous arrivions le dimanche dans les dunes qui s'étendent tout le long des plages belges. Alors on cherchait un endroit abrité dans ces dunes, abrité du vent, parce qu'il y a beaucoup de vent, surtout l'hiver, parce qu'on est allé aussi l'hiver. Et ma grand-mère en général avait fait un lapin froid, avec dans un saladier une salade de pommes de terre, et c'était de merveilleux souvenirs, ces dimanches à la mer.
Et puis ça a été la guerre, 1939, et j'ai toujours pensé que les guerres changent la vie des familles. C'est certainement valable à travers l'histoire pour des milliers de familles, et des millions peut-être de familles. Mon père avait le souvenir de l'occupation, mon père de 14-18, mon père avait fait la guerre, ma mère avait subi cette occupation qui a été terrible, terrible, ça avait été la faim, ça a été infernal. Mon grand-père avait été déporté du travail, parce qu'il y avait aussi des déportés du travail en 14-18. Et mon père, qui était pessimiste, qui avait fait la guerre, qui était encore mobilisé en 1939, qui était à l'état-major, capitaine de réserve, s'était dit ça va pas se passer bien. Il n'imaginait pas comment ça serait passé, mais il a pensé qu'il y aurait de nouveau une occupation du Nord. Il a voulu nous l'épargner, et c'est pour ça que nous sommes partis dès 39, dès septembre 39. Mon père, lui, mobilisé, ma mère, mes deux frères et moi, en Bretagne, chez des cousins. Mais bon, ce fut la débâcle. Mon père démobilisé, rentré à Lille, non, c'était la zone interdite. On le déconseillait à mon père, on dit au moins attendez, ben oui, mais il fallait vivre. Alors Paris. Recommencer une carrière d'avocat à Paris à 50 ans? Non. Et c'est alors que mon père a sollicité une nomination à une charge d'administrateur judiciaire. Il avait évidemment d'éclatantes références, il a été nommé tout de suite, et il a fini sa vie comme administrateur judiciaire au tribunal civil de Paris. Et c'est ainsi que je suis devenu parisien, c'est ainsi que j'ai pu faire cette carrière, parce que, entre nous, aurais-je pu faire cette carrière ailleurs? Peut-être pas. C'est triste, parce que moi je ne suis pas pour la centralisation, mais c'est ainsi. Quand j'ai pris ce goût de l'histoire, la volonté d'écrire, le désir absolu d'écrire, et quand j'ai voulu en faire un métier, en vivre, eh bien oui, il fallait que je sois à Paris. J'ai trouvé un éditeur pour mon premier livre, faire de la radio, donc à Paris, faire de la télévision, donc à Paris. Donc c'est un peu la guerre, finalement, qui a fait de moi ce que je suis. Alors mon métier, vous le savez, il est axé sur l'histoire, il se déroule sur 3 plans, le livre, la radio, la télévision, il me donne des joies immenses. Depuis le premier jour, j'ai su que ce métier me donnerait toutes ces joies. Et ce qui me fait plaisir, ce qui est pour moi une autre joie, c'est que j'exerce ce métier depuis plus de 30 ans et que je ne suis pas blasé, que les joies de la curiosité, que j'avais à 20 ans, je les ai toujours. Quand j'aborde un nouveau sujet, eh bien, je suis toujours aussi passionné. Alors je n'ai qu'un désir à formuler. C'est comme disait Madame Laetitia, pourvu que ça dure. Mais je crois que ça durera.